Véronique Girard, psychosociologue et conseil en sciences humaines et en environnement bâti. Donc, vous allez nous proposer une approche, donc l'approche que vous développez sur le terrain, qui est une approche plus sensible. Je vous laisse tout de suite la parole sans plus attendre. Au vu de ce que j'ai entendu, j'ai quand même envie de vous dire de quelle place je parle, parce que c'est important. Je suis une personne qui est de terrain, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des maîtres d'ouvrage en programme pour des réalisations, et je travaille avec des équipes d'architectes en conseil conception. Donc j'ai une expérience pratique et concrète en deçà d'une étude, puisque j'ai un doctorat de psychosociologie. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, qui est importante pour moi. C'est-à-dire que je suis pas dans un bureau à porter des jugements ou des appréciations sans les vérifier ou sans les porter moi-même. Voilà, ça fait donc bientôt 30 ans que je travaille là-dessus. Je vais essayer de vous présenter très rapidement, c'est-à-dire, sachez que ça va être un survol, mais que derrière, il y a à chaque fois la possibilité d'argumenter. Je me suis toujours adressée à deux catégories de population qui me paraissaient importantes parce qu'elles n'ont pas la parole. Ce sont les enfants. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les crèches, les écoles et les maisons de retraite depuis quelque temps parce qu'il y a un travail fou à faire là-dedans, de mon point de vue et de mon domaine. Donc quand je parle de la qualité, j'ai intitulé mon intervention de la qualité d'usage à un accueil de qualité. C'est parce que derrière l'usage, vous verrez que petit à petit, l'humain est oublié. Rechercher l'harmonisation entre l'utilisateur, l'espace et l'activité, c'est aussi s'interroger sur l'espace, non pas uniquement sur la technologie. C'est-à-dire que si je ne programme pas suffisamment bien la quantité d'espace, de volume, et de surface attendue, j'aurai une technologie qui va pas répondre à la demande, qui va pas répondre à l'usage. Voilà. Donc l'espace, pour moi, c'est un point de rencontre entre une réalité humaine et une réalité physique. Et ça, il faut pas l'oublier. L'espace, c'est aussi un langage subtil. Je dis plein de choses. C'est pas pour rien que ici, aujourd'hui, nous sommes à la tribune et vous êtes en train d'écouter. Donc, tout cela fait qu'il faut être conscient dans les projets que l'on porte, qu'ils soient éducatifs, culturels ou de santé, de ce que nous mettons en place. Et dans le cadre aussi de réalisation architecturale. Donc, il y a un constat qui est fait depuis des années, on le sait, on ne soigne pas avec l'architecture, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut en aggraver les maux. Donc, par exemple, il a été constaté qu'en deçà de 9 mètres carrés, pour un habitant, on pouvait assister à des conduites comportementales difficiles, pouvant aller jusqu'à de la déviance. En classe, et c'est dommage que vous le voyez pas, c'est-à-dire qu'on arrive, quand on fait le constat, on arrive à moins d'1 mètre carré par enfant. Moins d'1 mètre carré par enfant dans une salle de classe. Imaginez ce que ça donne en termes de construction de la personnalité, de la vie, de l'envie de rencontrer l'autre. L'autre devient un intrus. Alors je voulais passer à quelqu'un qui s'appelle Edward Hall, qui a travaillé sur la proxémie, qui est la distance entre les personnes, la distance nécessaire, qui évolue en fonction des cultures et des besoins. Et notamment, il y a une sphère qui est la sphère intime, qui est de 40 centimètres. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que en classe, notamment, ces 40 centimètres sont sans arrêt envahis, sont sans arrêt percutés les uns avec les autres. On le voit dans le métro, on sait ce que ça donne. Ça donne des comportements agressifs, de rejet, et donc une difficulté de communication et d'échange. Ça marche toujours pas? Bon, je sais plus où j'en suis, attendez. Je vais allumer le mien, au moins. Je saurai où j'en suis. Mais c'est très difficile parce que Ça marche? Voilà. Voilà. Super. Nous venons vivre un épisode technologique sur l'interopérabilité des systèmes. Donc, ce dont je vais vous parler, par exemple, c'est de ce que j'ai observé en classe. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai interrogé les enfants. Juste 2 petits points d'arrêt. Il y en a un qui m'a dit, j'aime pas être assis, j'aime mieux être en liberté. Si on s'arrête juste sur l'écoute de cette phrase, j'aime pas être assis, j'aime mieux être en liberté. Qu'est-ce que je suis en train de dire à un enfant quand je lui dis pour apprendre? C'est assis sur sa chaise devant ta table et tu m'écoutes.
Et l'autre, c'est j'aime mieux bouger que d'être triste. C'est-à-dire que, et vous le verrez plus tard, c'est-à-dire que le mouvement fait partie de la vie. Et qu'on dit à l'enfant, maintenant tu t'arrêtes. Mais, si vous voulez, le problème, là, vous allez me dire, c'est un problème pédagogique. Non. Parce qu'il y a un problème d'espace aussi. C'est-à-dire que les salles de classe, vous allez le voir petit à petit, je reviendrai dessus, vous allez voir que les salles de classe ont diminué dans le temps. Par contre, un espace vide, non aménagé, est source d'accidents. Donc vous voyez que l'espace joue un rôle fondamental dans la qualité de vie, notamment au niveau de l'école. Donc l'espace a une fonction médiatrice entre soi et l'autre. Si je remplis cet espace, si j'en fais un plein, je ne peux pas rencontrer l'autre. Très rapidement, je vous le dis. Et si l'espace est trop vide, eh ben, il va y avoir ce qu'on a vu dans la cour de récréation. Les enfants vont se tamponner, vont se rencontrer. L'espace est un médiateur. Et il faut le vivre comme cela. Et donc l'architecture est une médiation. Donc ce que je vous disais, entre l'institution et l'enfant, il y a un langage non verbal qui s'échange. On l'a vu, on le voit très souvent, je saute vite puisqu'on a perdu du temps. Voilà la proxémie. Vous voyez que vous avez une graduation en fonction des cultures et des besoins d'espace autour de soi. C'est-à-dire que l'espace intime, c'est cet espace-là qui est incompressible et qui ne devrait jamais être envahi sans notre accord. Et on trouve dans la salle de classe, voilà, si vous regardez, cet envahissement permanent. Alors c'est intéressant là. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à l'enfant, bon, tu es grand, tu vas apprendre à communiquer, tu apprends à lire, à écrire, tout ça c'est pour communiquer. Mais attention, je te mets à côté de quelqu'un mais tu bavardes pas. Donc tu communiques pas. Donc on est dans un langage paradoxal. Tu es grand, mais on te met à une place où tu touches pas par terre. On est dans des systèmes. Alors moi j'ai surtout étudié l'école et la maison de retraite, on le retrouve aussi en maison de retraite, ce langage paradoxal. Je me garde pas bien. Oui, alors là on arrive à une notion qui est importante, c'est que l'environnement qui entoure la personne participe à sa construction. C'est pas un objet séparé. Hein, c'est pas une enveloppe vide dans laquelle on met des enfants et on dit à l'enseignant ou à l'éducateur ou à qui vous voulez ou au personnel de santé, vous débrouillez-vous. C'est un langage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dit et selon comment je vais concevoir cet espace-là, je vais accompagner l'utilisateur ou l'habitant, je préfère que l'usager. L'usager, ça fait vieux. L'utilisateur, ça fait technologique. Moi, je préfère l'habitant. Donc, c'est un accompagnement. Et vous verrez par la suite où on en vient. Donc, cet espace-là, c'est un lieu, alors là, c'est encore une notion assez particulière. C'est un lieu où je vais pouvoir exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi pour pouvoir le vivre à l'extérieur. Voilà. C'est ça. C'est ce que Winnicott appelle, alors je suis très psy là-dedans, c'est l'espace potentiel. C'est-à-dire que cet espace-là, c'est un espace de créativité et de jeu. Donc, on peut pas se contenter de raisonner uniquement en technologie. On peut pas se contenter de raisonner uniquement en quantité de luxe, en surface, voilà. Il y a une autre dimension, c'est comment cette peau me parle. Qu'est-ce qui me parle dans cet espace-là? Comment moi je vais vibrer au son que j'entends, aux personnes que je perçois, à la lumière, à tout ça. On le vit en permanence, mais on ne l'a pas en conscience. On le ressent et on le recrache parfois, on le retraduit d'autres fois, mais on le vit en permanence. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour vous illustrer ça, c'est-à-dire que Winnicott, qui est un psychologue, nous explique qu'il y a deux environnements. Il y a un environnement humain et il y a un environnement physique. Si l'environnement humain est suffisamment protecteur, suffisamment bienveillant vis-à-vis de la personne, qu'il soit enfant ou personne âgée, l'enfant ira vers le monde et il ira explorer l'environnement physique. Si inversement l'environnement physique est suffisamment rassurant et protecteur, l'enfant ira, ou l'individu ira à la rencontre de l'autre. Mais il est important que l'un et l'autre soient en congruence. Alors, je voulais dire une chose dont je ne me souviens plus, mais ça me reviendra.
L'usage. Alors voilà, ça, on en parle de l'usage, mais alors, plein pot. Est-ce que l'usage d'un espace se réduit seulement à partir de sa fonctionnalité ou d'un ratio de surface? Pour l'instant, c'est ça. Ce que je vois dans les programmes, c'est ça. C'est-à-dire, en termes d'usage, on dit, il faut tant de surface ou tant de tel ratio. C'est-à-dire que les crèches sont établies à partir de ratios par enfant. On compte un nombre de lits, on dit, il faut tant de tel ratio, 5, 6 mètres carrés. On ne différencie pas les espaces où on vit et les espaces de circulation. On fait un ratio global. À partir de ce ratio global, on établit un bilan financier. Et puis, on s'aperçoit, quand on est en train de le concevoir, mince, on a oublié, il y a cet espace-là, on l'a oublié. Et on peut pas revenir en arrière. Donc, l'usage, c'est pas ça. C'est pas que ça. Ça fait partie de ça. J'ai simplement mis ce tableau parce qu'on peut s'apercevoir, on a fait une petite étude avec une amie qui est programmiste, que les salles de classe ont perdu 46% de capacité d'usage entre les écoles Jules Ferry et les écoles actuelles. 46%. Est-ce que les couloirs ne peuvent pas répondre à une autre fonctionnalité que la déambulation? C'est-à-dire les couloirs, c'est des espaces morts qui ne servent à rien dans lesquels on passe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors que c'est des lieux, ça devrait être des lieux qui mettent en relation des espaces. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces couloirs qui ferait que, au lieu d'être uniquement des espaces morts ou des temps morts, il se passe d'autres choses? Je pense dans une école, par exemple, on pourrait avoir une excroissance qui est un lieu où on peut se regrouper. Où sont les endroits où on peut se regrouper? En dehors de la classe, il n'y en a pas. Et dans la classe, c'est assis sur sa chaise devant sa table, ou alors le fameux coin langage chez les tout-petits. Et, je pourrais vous en parler des heures de ce fameux coin langage. Mais il n'y a pas d'espace où on peut se rencontrer, échanger, discuter, autrement que, voilà, où on est dans la classe, et les couleurs ne servent à rien. Pour moi, c'est une perte d'énergie, quelque part. On chauffe des couloirs pour rien, uniquement pour déambuler. Un autre exemple pour la déambulation, les personnes âgées, notamment les Alzheimer. Les Alzheimer, ils ont besoin, ça, on a identifié le besoin, j'ai du temps encore, ils ont besoin de circuler. C'est-à-dire ils ont besoin de circuler en permanence. Ça, c'est traduit par, vous savez, le circuit en rond, c'est-à-dire c'est le circuit automobile où on ne fait que déambuler en rond. Mais leur besoin, c'est pas de tourner en rond. Leur besoin, c'est de circuler. Pourquoi ne pas faire des couloirs qui évoluent avec des changements de circulation éventuellement? Pourquoi? Comment concilier les nécessités de l'individuel et du collectif? Comment? Est-ce que la salle de classe, ce sont des questions. Est-ce que la salle de classe, c'est uniquement une préfiguration du monde du travail? Est-ce que c'est ça, une école? Est-ce que c'est ça, une salle de classe? Est-ce que la politique des coins traduit l'appropriation? Alors on fait de beaux plans et on met... j'adore celui d'en bas parce qu'il est génial. C'est une chambre de 15 mètres carrés pour une maison de retraite. Alors vous voyez le coin séjour, le coin nuit, le coin fenêtre, le coin meuble et le coin entrée. Voilà. Et là, on a décidé que... là, on a répondu à l'usage. C'est quoi? Comment? On peut jouer aux 4 points. Voilà. Non, mais je veux dire, on a répondu aux usages. Les usages sont nommés. Est-ce que c'est ça, concevoir un espace? Je crois pas. Sachant que 15 mètres carrés pour une chambre pour une personne âgée, vous enlevez 4 à 5 mètres carrés pour la salle d'eau. Donc, il reste combien? Et on a tout un discours en amont qui dit il faut que la chambre soit un lieu de vie pour la personne âgée parce qu'elle va y finir ses jours. Donc, il faut qu'elle y soit bien, qu'elle puisse accueillir sa famille, qu'elle puisse se l'approprier. Il y a une distorsion entre le discours et la mise en acte qui est pour moi grave. Est-ce que la normalisation respecte l'intime? Alors, j'ai mis des sanitaires parce que la problématique des sanitaires à l'école est grave. Il y a plein d'enfants qui se mettent en situation de maladie, des maladies urinaires, parce qu'ils ne vont pas aux toilettes. Parce que ces toilettes-là ne respectent pas l'intime.
Ces toilettes-là, enfin, on le voit là, c'est une maternelle. Et moi, on m'a répondu, oui, mais les enfants à cet âge-là, ils n'ont pas d'intimité. Voilà. Et vous voyez que vous avez les petites filles assises sur d'un côté et les petits garçons en train de faire pipi en face. Quelle éducation nous avons là-dedans? Qu'est-ce que nous disons à l'enfant là-dedans? Donc tout n'est pas mesurable. Le plaisir de vivre dans un espace ou le mal-être dans un autre ne se mesure pas avec des sondes, avec des instruments. Ça se voit, ça se sent, ça se perçoit. Ça m'amène à vous dire que, je voulais le dire à la fin mais je vais vous le dire là, c'est que le plus beau des espaces, la plus belle des technologies, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas de la qualité humaine à l'intérieur, vous passez à côté. Complètement. Le film de tout à l'heure m'a impressionné au premier degré. Je me suis dit, mais où va-t-on? Qu'est-ce que nous masquons derrière ce film-là, si ce n'est le besoin de maîtriser à tout prix, mais pour cacher quoi? Et pour perdre, et nous perdons quoi? Donc l'accueil. L'accueil, c'est quoi? La qualité, oui, mais j'aurais fini. La qualité, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. La qualité, elle nous nourrit dans le plus intime de notre être, et elle nous donne envie de sourire, elle nous donne envie d'aller vers l'autre, elle nous donne envie de respirer. Vous pourrez faire l'air le plus sain possible, si vous n'avez pas une qualité de vie, d'espace, voilà, vous retiendrez votre respiration. Alors, le triptyque de la qualité d'accueil, c'est que, à l'heure actuelle, dans ce que j'ai entendu, un peu chez toi, je l'ai entendu, ça commence à venir, mais jusqu'à maintenant, je suis confrontée à tout ce qui est de l'ordre du physique, du matériel, du fonctionnel, de l'économique. Ensuite, de temps en temps, on va aborder le problème pédagogique, en oubliant qui est un objectif, mais en oubliant l'enjeu. Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu quand je construis une école? Quel est l'enjeu quand je construis une maison de retraite? Et c'est certainement pas uniquement avoir une bonne température ou une qualité de l'air. Quels sont les enjeux? Et à ce moment-là, je peux avoir un objectif. Et à ce moment-là, je peux aborder des solutions. Et bien souvent, moi, je me retrouve avec des solutions qui sont données dès le départ. Une salle de classe, c'est des tables et des chaises. Voilà, la solution, c'est ça. Donc, il faut faire entrer des tables et des chaises dans une salle de classe. On ne se pose pas la question de savoir si la surface est suffisante, si le volume est suffisant. Je vous donne juste un petit détail. On parle d'accessibilité handicapée. L'accessibilité handicapée dans une salle de 60 mètres carrés, eh ben, allez la chercher. C'est-à-dire que le fauteuil, il va pouvoir rentrer. À la rigueur, il aura sa place à l'entrée de la porte, juste la première table là, mais après, il peut plus circuler. OK? L'accessibilité handicapée, c'est pas uniquement des fauteuils roulants. C'est des malentendants. Sachez qu'un volume cubique est très mauvais pour une personne malentendante. Et pourtant, on continue à faire des murs, et de plus en plus parce qu'on travaille avec l'ordinateur. Hein. Pour les malvoyants aussi. Il y a tout un travail là-dessus, et qui n'est pas abordé. Et le quatrième, dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, c'est que l'accessibilité handicapée, c'est aussi les personnes de petite taille. Et on n'en parle jamais. Demandez à une personne de petite taille d'aller sur un sanitaire pour handicapés, et puis vous m'en reparlerez. Et donc, le troisième terme qui manque, c'est les besoins. Les besoins des enfants. De quoi ont-ils besoin? Ben, ils ont besoin de voir. Et le confort visuel ne se résume pas à un nombre de luxe. Il y a des études aux USA qui ont été faites qui ont montré que selon ce que l'on donnait à voir à une personne, ça a contribué à l'apaiser et ça a contribué au développement de ses capacités cognitives et ça a contribué à sa capacité de concentration. Ça n'est jamais abordé dans un programme, ça n'est jamais abordé dans la demande. Jamais. On va, en termes d'objectifs, demander un nombre de luxe. Entendre. Dans les crèches, on s'est aperçu qu'on pouvait arriver à certains moments à 90 décibels. C'est l'équivalent d'un marteau-piqueur. Les enfants sont souvent au sol. Ils se paient
tous les bruits d'impact, les portes, les talons, les jouets qui tapent. Et ce sont des enfants qui sont en train de rentrer dans le langage. Qu'est-ce que nous mettons en place à ce niveau-là, au niveau de l'acoustique? Donc l'acoustique, c'est pas uniquement un nombre de décibels, c'est aussi une qualité de son. Et la qualité de son, c'est dans tout l'espace. Je saute d'autres choses, mais le mouvement, bouger, 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 bouger. Je parle des enfants, mais nous sommes, en nous, nous avons cette dimension sensible. Ce besoin-là, nous l'avons en nous. Au bout d'un moment, je suis sûre que si on faisait 8 heures de conférences comme cela, vous auriez besoin de bouger. L'enfant, il apprend en mouvement. C'est comme ça qu'il explore le monde et qu'il l'intègre. Et nous créons des espaces où nous limitons sans arrêt son mouvement. Si nous le limitons, nous limitons son champ d'expérience et nous développons en lui la crainte. J'ai eu l'expérience d'une école sur laquelle on a travaillé. On a eu le concours. J'étais ravie, toute contente. Je commence à travailler sur la suite du projet. Puis tout d'un coup, je vois salle de motricité, sol en béton. Je leur dis, mais attendez, il y a un problème là. Un sol en béton dans une salle de motricité, c'est pas possible. Ah oui, mais ça a été programmé comme ça. Voilà. Il faut savoir, oui, mais l'enseignante, elle tirera le tapis. L'enseignante, elle tirera le tapis une fois, 2 fois, et puis elle en aura marre, et puis elle perd du temps. Et puis, bon, le confort, c'est ça aussi. Le bâtiment, c'est un outil que l'on donne. Et cet outil, plus il sera en adéquation avec ce que je veux y faire, et l'usage, c'est pas uniquement y mettre des tables et des chaises, c'est ce que je veux y faire en accord avec mes besoins. Voilà. Donc, habiter, ça suppose aussi des territoires appropriables, des endroits où je peux être bien. Je parle toujours de l'école parce que c'est un lieu qui me paraît important. Habiter, ça demande que le volume accompagne la rencontre, mais aussi la possibilité à s'individualiser. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir être dans mon coin à moi pendant un moment. Être tout le temps dans le collectif, c'est insupportable. Et ça n'est pas éducatif. Habiter, c'est quand le domaine de l'intime et du sensible sont nourris, c'est ce que je vous disais. À ce moment-là, j'habite un espace. Je suis en dialogue avec celui-là. Donc habiter aussi, ça nécessite des réponses aux contraintes et aux exigences d'utilisation. Attention, ce qui est aujourd'hui une contrainte va pouvoir peut-être devenir demain une exigence. Je pense, c'est mon fils qui m'a suggéré ça. Il me dit, aujourd'hui, on prend des architectes, des bureaux d'études, des économistes, des paysagistes. On ne prend jamais quelqu'un des sciences humaines dans la conception d'un espace. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut savoir, par exemple, qu'une salle de classe, ça n'est pas que des tables et des chaises. Dans le système de vie, il y a un vestiaire, donc je rentre, je pose mes affaires. Alors, pourquoi mettons les affaires dans le couloir ? Ça serait un truc. Il y a une zone de regroupement, un endroit où on peut se rencontrer. Il y a l'espace table-chaise, il y a des zones de jeu, il y a la zone atelier, il y a le dortoir. Et tout ça, c'est à traiter. Et c'est à réfléchir dans une globalité. Il n'y a pas le dortoir, après la classe, après l'atelier. C'est une globalité. Il faut y penser à ça. Donc l'architecture, elle possède une force éducative qui nourrit et qui joue, qui est une force d'apprentissage qu'aucune pédagogie ne peut remplacer. Alors pourquoi s'en priver ? Je parlais de voir, jouer avec la lumière. Alors là, c'est très moche là, ce que vous voyez, mais c'est très beau sur mon écran. C'est-à-dire pourquoi on fait, enfin, je veux dire, c'est une éducation, cette lumière-là qui rentre. Pourquoi ne pas le faire ? La couleur. Ce bleu-là, c'est dans une maison de retraite. Ça nous coûte quoi de mettre un joli bleu dans une maison de retraite ? Qu'est-ce que c'est ce jeu d'être tout le temps dans du blanc ? Pourquoi ? Ça coûte rien. Mais là, il faudrait un coloriste. Parce que les coloristes, ils ont une maîtrise de la couleur que tout le monde n'a pas. Le volume. Le volume. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est une bibliothèque. Ce volume-là. Alors que là, on est dans des espaces à une seule dimension. C'est-à-dire qu'on a un plafond plat, un sol plat, surtout parce que c'est dangereux.
des murs parallèles et on est dans cet espace-là. Le volume joue un rôle, même dans notre construction de pensée. Donc l'espace, vous voyez, j'aurais fini à temps. Les lignes, les surfaces et les volumes dont je vous parlais, c'est-à-dire que l'on puisse explorer à chaque fois des lignes en continuité, que ces surfaces nous parlent, que le haut, le bas, le plein, le vide jouent et nous interpellent. On n'est pas dans des... C'est Grimold Wright qui avait fait une chanson qui s'appelait Les petites boîtes. La matière aussi. Pourquoi ne pas jouer avec les matières? Pourquoi on est toujours dans des surfaces lisses? Pourquoi on ne joue pas sur cette bibliothèque qui va éveiller le tactile? Parce que toucher est aussi important que voir, que ce soit pour une personne âgée ou des enfants en bas âge. L'architecture est une enveloppe quand elle nourrit et reconnaît l'être dans toutes ses dimensions. C'est une enveloppe à ce moment-là. Voilà, donc en résumé, les points clés, j'ai fini. Donc moi je suis très impressionnée par le film qu'on a vu ce matin et j'espère qu'on ne va pas aller vers cela. Parce que nous sommes en train de créer de la distance entre les humains, nous sommes en train de perdre notre humanité et la technologie doit être au service, c'est ce que tu disais, au service de l'homme et non pas l'inverse, l'homme dépendant de la technologie. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire très rapidement. Dernière phrase de Jacquard, Albert Jacquard qui nous a quittés cette année. C'est l'homme qui doit être au centre de tout projet. Ne jamais oublier ça. Très bien, merci Véronique Girard pour cette présentation. Donc voilà ce qu'on a souhaité vous proposer en ouverture de cette journée. Donc entre espace bâti et espace vécu, avec des notions qui nous paraissent familières à tous. C'est ça l'avantage quand on rentre dans les sciences humaines, c'est que ça nous parle à tous. Et je pense que là, on a de quoi bien tricoter entre la partie, l'approche technique, avec les résultats du programme qu'a présenté Olivier Côté, et puis une approche plus sensible, plus orientée sur l'espace vécu et centrée sur l'humain. Toutes les questions qu'on va poser ensuite visent à se demander comment est-ce qu'on peut répondre opérationnellement à la mise en cohérence de tous ces aspects qui sont pas si éloignés finalement les uns des autres, mais comment est-ce qu'on peut rendre tout ça cohérent dans une vision c'est peut-être un gros mot que je vais utiliser, mais systémique. On l'entend beaucoup, mais voilà, on va se poser la question de savoir comment on peut traduire ça à l'opérationnel.